Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une source assez particulière. Un document qui s'intitule Nyon, la République bananière. Un titre assez provocateur, hein. Oui, et ça semble être une communication très directe d'un résident de Nyon, probablement envoyé, on imagine, aux autorités de la ville. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est la forme, comme vous disiez. C'est pas un courrier classique, hein. Non, pas du tout. C'est un assemblage très moderne. Il y a du texte bien sûr, mais aussi plein de liens. Des liens vers des vidéos, sur TikTok, sur YouTube, Mhm. dont on n'a pas vu le contenu exact, précisons-le, mais leur présence est significative, comme des pièces à conviction potentielle. Exactement. Et puis, des articles de presse, RTS, 24 heures, même iOnion, des pages Facebook et, chose plus surprenante, des extraits de registres commerciaux Money House. C'est vraiment une sorte de dossier numérique citoyen, très 21e siècle dans l'approche. C'est ça, un patchwork pour exprimer des inquiétudes très précises sur la vie dans son quartier, la rue de Rive. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. Comprendre les points clés que ce citoyen soulève. Voilà. Sur le bruit, l'ordre public, les pratiques de certains commerces, les droits des habitants, on va analyser ces observations, ces questions. C'est parti pour le décryptage. Allons-y. Le cœur du sujet semble assez évident dès le départ, non? Oui, on ne veut pas le rater. Le point névralgique, c'est clairement un établissement en Beware, le Fisherman's Pub, situé rue de Rive. Ah, la rue de Rivagnon, on est en plein centre historique là. Tout à fait. Et l'auteur du document précise bien qu'il habite juste là, depuis le 1er décembre 2020, et il décrit des nuisances sonores surtout, et des perturbations qu'il lie directement à ce pub. Ce qui nous place immédiatement dans un scénario très très classique en fait. C'est la cohabitation parfois difficile entre l'animation nocturne, recherchée par certains, et le besoin de tranquillité des résidents. Surtout dans des rues étroites, historiques. Exactement. C'est une tension qu'on retrouve dans beaucoup de villes. Et ici, cette tension, elle est décrite avec une précision quasi clinique, notamment sur quelques jours bien précis, début avril 2023. Ah ouais, quels détails donne-t-il? Alors, d'abord, les nuits du 6 au 8 avril. Il mentionne des vidéos, encore une fois, sans qu'on sache quelle montre, mais surtout, il fait une observation intéressante le vendredi 7. Laquelle? Il note une présence policière vers minuit. Et juste après, un calme total s'installe. Un calme qu'il trouve étrange. Étrange. Pourquoi étrange? Le calme, c'est plutôt ce qu'il recherche, non? Oui, mais il écrit textuellement « Ce calme me met, moi et mon singe, mal à l'aise ». Le calme est tellement inhabituel qu'il en devient suspect pour lui. Le singe? Il y a une référence à un singe? Oui, c'est une image un peu récurrente dans son texte « Moi et mon singe ». Ça fait partie de son style, on y reviendra, mais cette remarque sur le calme est assez révélatrice, je trouve. Oui, ça suggère une interrogation sous-jacente. Que s'est-il passé? La police est intervenue efficacement cette nuit-là. Et si oui, pourquoi pas les autres nuits? Le fait que le calme désiré devienne source d'inquiétude en dit long sur le niveau de bruit habituel perçu. Exactement. Et puis la nuit suivante, du 8 au 9 avril, le scénario change complètement. Ah bon? Retour du bruit vers 2 heures du matin. Un bruit qui le réveille alors qu'il dit avoir des fenêtres insonorisantes et qu'elles étaient fermées. Et là, il décrit une scène assez précise. Impliquant qui? Un agent de sécurité privé du pub. Il utilise l'expression « agent des forces de l'ordre privé », ce qui est intéressant. Une façon de souligner une forme d'autorité parallèle peut-être. Peut-être. Il raconte que cet agent aurait d'abord crié sur des personnes, des clients on suppose, avant, quelques instants plus tard, de les, je cite, « embrasser ». Embrasser. C'est surprenant comme terme. Une familiarité. C'est ce que ça suggère, oui. Une familiarité qui interpelle l'auteur, visiblement. Il met ça en contraste d'ailleurs. Ah oui? Comment? Il dit avoir déjà vu des agents Securitas ailleurs, à Nyon, à la place des Marronniers par exemple, mais sans jamais observer ce genre de proximité, disons. Ce qui l'amène à poser une question, j'imagine. Oui, une question très directe. Est-ce que la police est débordée? Et il ajoute, avec une pointe d'ironie assez nette, « Les Securitas ne m'ont pas embrassé ». C'est un point crucial, ça. Il met en lumière de manière très concrète le contraste qu'il perçoit entre l'autorité publique, la police, dont il questionne l'action ou la disponibilité, et cette sécurité privée au comportement jugé fluctuant, disons. Oui, et ce questionnement sur la police, il ne s'arrête pas là. Il l'alimente avec d'autres exemples. Comme quoi, par exemple? Une anecdote très personnelle. Une interaction qu'il a eue avec un assistant de police en déchargeant ses courses chez Migros. Il la juge très brève, peu cordiale.
Une petite expérience négative qui vient nourrir un ressenti plus général. C'est ça. Et puis, il y a l'histoire d'un scooter. Un scooter garé près de chez lui qui, selon lui, n'aurait pas bougé pendant plusieurs jours, du 5 au 8 avril. Soulevant implicitement la question pourquoi ce véhicule n'est pas verbalisé ou déplacé si les règles de stationnement ne sont pas respectées. Voilà. On sent qu'il accumule des petits faits qui, mis bout à bout, créent dans son esprit une image d'incohérence ou de... D'un deux poids deux mesures. C'est un peu l'idée, oui. Et pour enfoncer le clou, si j'ose dire, il glisse une référence à un article de 24 heures. Sur quel sujet? Sur un policier qui aurait été innocenté sauf pour l'alcool au volant. Ah oui, ça ajoute une couche supplémentaire de questionnement sur l'exemplarité, sur le fonctionnement interne des forces de l'ordre local. Ce n'est pas anodin de glisser ça dans sa communication. Clairement pas. On voit bien le cheminement tétré, partir d'observations très locales, très spécifiques, le bruit du pub, le scooter, pour construire un propos plus large sur l'application des règles et l'autorité en général à Nyon. Et il élargit même encore la perspective, non? Il me semble qu'il y a des comparaisons avec le reste de la Suisse. Oui, tout à fait. Il fait référence à un article de la RTS sur un policier d'Internet dans le canton de Vaud, et il lance une petite pique sur ce qu'il perçoit comme une tendance à copier la Suisse alémanique. C'est là qu'on touche aussi à son style très personnel. Parfois un peu décousu, peut-être, mais toujours très engagé, très critique. Oui, on y reviendra sur le style. Mais restons un instant sur le Fisherman's Pub, parce que ça reste quand même l'épicentre de ses préoccupations. Il donne pas mal de détails concrets. Des détails du quotidien, j'imagine? Oui. Par exemple, il relève la devise affichée par le pub. Always open even during dry January. Ce qui, pour lui, symbolise sans doute cette activité qu'il juge excessive, incessante. Probablement. Il mentionne aussi l'entreprise de nettoyage Zeka avec un commentaire un peu ambigu. Le fiche a l'air tout neuf. Difficile de savoir si c'est admiratif ou ironique. Ou juste une observation factuelle pour montrer qu'il est attentif à tout ce qui se passe. C'est possible. Il note même un livreur qui décharge sa marchandise pour le pub, mais qui traverse ensuite la rue pour aller boire un verre dans l'établissement d'en face. Des micro-observations, quoi. Des détails qui peuvent sembler anecdotiques pris isolément, mais qui, accumulés, dessinent une image. L'image d'une activité très intense, très visible, observée de très très près par un voisin qui est clairement à bout. C'est une façon de dire « je vois tout, je sais ce qui se passe ici ». Et ça prépare le terrain, logiquement, pour des questions beaucoup plus directes adressées aux autorités. Exactement. Et ces questions, elles constituent vraiment le cœur opérationnel du document. Elles visent à obtenir des faits, de la clarté. C'est très précis. Quelles sont ces questions? Premièrement, qui délivre la licence d'exploitation de ce pub? Est-ce que c'est le canton ou la ville de Nyon? Question de compétences administratives, donc. C'est la base. Oui. Deuxièmement, qui fixe les heures d'ouverture et surtout, est-ce que ce pub bénéficie d'une autorisation spéciale? Il mentionne une terrasse ouverte jusqu'à minuit et l'intérieur jusqu'à 2 heures du matin les week-ends. Ce qui sous-entend que ce ne sont peut-être pas les horaires standards. C'est ce qu'il cherche à savoir. Troisièmement, et c'est logique, peut-on obtenir une copie de cette autorisation spéciale si elle existe, pour vérifier noir sur blanc? Une demande de transparence documentaire. Classique, mais légitime. Et enfin, quatrièmement, l'établissement doit-il fermer à ce qu'on appelle l'heure de police, l'heure de fermeture réglementaire générale, ou est-ce qu'il a une dérogation officielle pour fermer plus tard? Ce sont des questions très factuelles, très administratives, mais absolument fondamentales. Elles montrent une démarche citoyenne assez structurée. Avant de critiquer, je veux comprendre le cadre légal exact. C'est une demande de clarification des règles du jeu. Oui, et une demande de redevabilité adressée à l'administration, savoir qui est responsable de quoi. Mais le document ne s'arrête pas à ces questions administratives, si. Non, et c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement fort. On quitte le registre purement réglementaire pour aborder des questions de droits fondamentaux, liés à la vie quotidienne. Des questions plus existentielles, presque. Oui? Écoutez ça. Première question de ce type. Un locataire a-t-il le droit d'accéder librement à son propre appartement? Ça suggère qu'il y a peut-être des problèmes d'accès physique. À cause de la foule, sur la terrasse ou dans la rue? C'est ce qu'on peut supposer, oui. Deuxième question. Un locataire a-t-il le droit de vivre avec la fenêtre ouverte? Ah, celle-là est très parlante. Le droit à l'air frais, le droit de ne pas se sentir assiégé chez soi par le bruit extérieur. C'est très concret. Très. Et la troisième, est-il normal de devoir utiliser une protection auditive, des bouchons d'oreille, j'imagine, pour pouvoir dormir chez soi? Ces trois questions, mises ensemble, elles traduisent un sentiment
profond d'invasion de l'espace privé, de perte de contrôle sur son propre domicile. C'est plus juste une nuisance, c'est une atteinte à la qualité de vie la plus élémentaire. On sent la détresse presque. Oui, le droit de vivre la fenêtre ouverte, c'est une image simple mais extrêmement puissante. Ça dit tout du besoin fondamental d'être bien chez soi. Et pour renforcer ce point, il pose une autre question. Est-ce que les règles générales suisses sur le bruit et le voisinage sont valables à Nyon? Il fournit même un lien vers le site ch.ch, le portail de la Confédération et des cantons. Ah, c'est intéressant comme stratégie. Il demande en gros, est-ce que les lois du pays s'appliquent ici, dans ma rue, pour moi, ou est-ce qu'on est dans une sorte de zone d'exception? C'est un peu ça. Il demande aussi pour qui ces règles sont valables. Sous-entendu, sont-elles valables pour le peuple autant que pour les résidents? C'est une manière habile de confronter la réalité locale telle qu'il la vit avec la norme nationale ou en tout cas la norme généralement admise en Suisse. Il cherche à savoir si Nyon a des règles spécifiques, peut-être plus souples selon lui, ou si le problème vient de l'application ou de la non-application des règles existantes. Il met la pression sur les autorités locales en se référant à un cadre plus large, national. Exactement. Et il essaie aussi de sortir de son cas personnel, non? Il pose des questions sur d'autres établissements. Oui. Il demande s'il existe d'autres bars ou restaurants à Nyon qui ont une terrasse aussi grande et qui causent, je cite encore, autant de nuisances. Il cherche à savoir s'il est un cas isolé ou si c'est un problème plus répandu dans la ville. Et logiquement, il s'interroge sur l'existence d'un règlement municipal spécifique concernant la taille des terrasses. Ce qui est pertinent, la taille de la terrasse conditionne souvent le nombre de clients potentiels à l'extérieur et donc le niveau de bruit possible. C'est un levier réglementaire important dans la gestion de l'espace public. Tout ça montre une réflexion assez poussée, malgré le ton, parfois. Particulier. Justement, parlons-en de ce style. C'est assez frappant, non? Oui, c'est très personnel, hein. L'interpellation est directe, hein. Je communique directement avec vous. Il y a l'utilisation de phrases en anglais comme yeah, yeah, yeah ou just do both. Des petites touches qui donnent une couleur très spécifique au texte. Et puis, il y a des commentaires qu'on peut percevoir comme ironiques, voire sarcastiques, qui visent un peu tout le monde. Qui, par exemple? Les Suisses alémaniques, les anglo-saxons, tout en reconnaissant, dit-il, leur poids dans l'immobilier local. Et puis cette référence très énigmatique. Pierre Maudet, Nyon. Pierre Modegno. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Une allusion politique dont le sens nous échappe, c'est possible? Difficile à dire. Il y a aussi des références historiques un peu jetées là. Les Romains, les Savoyards, les Bernois. Comme pour ancrer son propos dans une longue histoire locale, peut-être. Ou pour montrer une certaine érudition, ou peut-être juste pour complexifier le message. C'est un style qui mêle le très concret et l'allusif. Et il met des liens vers des profils de personnes. Un journaliste de 24 heures, Raphaël Ebinger, une certaine Cindy Clerc sur Money House, dont il précise qu'elle habite au calme absolu. Ce qui ressemble à des pics un peu voilés, non? Des comparaisons implicites? On peut le penser. Tout ce style très personnel, parfois à la limite de la provocation, ça rend le document très vivant, c'est sûr. Mais ça pose aussi la question de l'efficacité. Est-ce que cette manière de s'exprimer sert sa cause auprès des autorités souhaitées, ou est-ce qu'elle la dessert? C'est toute la question. Sans connaître les destinataires et leur sensibilité, c'est difficile à juger. Parfois, un ton direct et non conventionnel peut attirer l'attention, d'autres fois, il peut braquer. C'est vrai. Et c'est important de le souligner ici. Notre rôle, c'est d'analyser ce que dit cette source, de présenter les faits rapportés, les questions posées, les arguments. Pas de porter un jugement sur le ton ou les opinions de l'auteur. Absolument. On essaye de comprendre la perspective d'un citoyen qui se sent manifestement lésé et qui utilise les moyens à sa disposition, un texte, des liens, un style très personnel pour exprimer ses préoccupations et interpeller les pouvoirs publics. On décrypte un signalement citoyen, en somme. C'est ça. Et l'intérêt, c'est de voir comment un problème très concret, très local, le bruit d'un bar dans une rue, est vécu, documenté et transformé en un questionnement plus large sur le fonctionnement de la ville, l'application des règles, les droits des habitants. Alors, si on devait résumer ce qui ressort de cette exploration. D'abord, le cri d'un résident. Un résident excédé par les nuisances sonores répétées qu'il attribue à un établissement précis. Oui, mais c'est plus qu'une simple plainte. C'est une interpellation très directe des autorités sur la cohérence de leur action. Pourquoi la police ici? Pourquoi la sécurité privée là? Pourquoi ce scooter reste? Etc. C'est aussi une demande très forte de transparence. Sur les licences d'exploitation, sur les horaires d'ouverture, il veut savoir quelles sont les règles officielles. Et puis, il y a cette dimension plus profonde, sur les droits fondamentaux.
Le droit d'accéder à son logement, le droit de dormir, le droit de vivre la fenêtre ouverte? Oui, c'est peut-être ça le plus marquant. L'affirmation du droit à une qualité de vie décente chez soi, dans son environnement immédiat. Et qu'est-ce que ça nous dit, plus largement? Eh bien, ça illustre parfaitement cette tension classique mais toujours vive dans nos centres urbains. Surtout les centres historiques. La tension entre l'animation commerciale, la vie nocturne, qui ont leur importance économique et sociale. Et le besoin tout aussi légitime de tranquillité des personnes qui y vivent. Exactement. Comment concilier les deux? C'est le défi permanent. Et ce document pointe vers un besoin crucial, souvent ressenti par les citoyens dans ce jour de conflit. Celui d'avoir des règles claires, connues de tous. Et surtout, appliqué de manière équitable. Voilà. Appliquées de façon cohérente et transparente par les autorités. C'est une demande de lisibilité et de justice au niveau local. Une quête pour comprendre les règles du jeu qui impactent sa vie quotidienne et pour s'assurer qu'elles sont les mêmes pour tout le monde. C'est tout à fait ça. Alors, pour conclure, quelle réflexion pourrait-on laisser à ceux qui nous écoutent? Quelle piste pour aller plus loin? Peut-être celle-ci. Au-delà de ce cas spécifique à Nyon, au-delà des décibels et des horaires de fermeture, Oui, comment nos villes, et particulièrement leurs cœurs historiques, qui sont à la fois si précieux et si vulnérables, peuvent-elles cultiver un équilibre qui soit réellement durable un équilibre entre quoi et quoi? entre la vitalité économique et sociale et la qualité de vie des habitants? Comment répartir les responsabilités entre les commerçants, les organisateurs d'événements, les résidents eux-mêmes et bien sûr les autorités qui régulent? Pour que l'animation ne se fasse pas au détriment de la tranquillité et inversement. C'est ça. Comment faire pour que vitalité rime avec qualité de vie pour tous? C'est une question de fabrique de la ville, une question de partage de l'espace et du temps, et elle demande un dialogue constant, des règles adaptées et une vraie volonté politique de les faire respecter. Une question fondamentale, donc, qui résonne bien au-delà de la rue de Rive à Nyon. Sans aucun doute. Elle se pose partout où des gens vivent, travaillent et sortent dans un même espace.